Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT de Rambouillet News. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mois pour partir à la découverte des actualités de la ville de Rambouillet et de ses environs. Je vous propose de regarder tout de suite le programme de ce journal. Et nous commencerons cette édition avec les actualités en bref, toutes les infos à retenir sur la ville de Rambouillet pendant ce mois de décembre, de la patinoire à la grande collecte de sang, tour d'horizon des informations à ne pas manquer. Dans la deuxième partie de ce journal, nous nous intéresserons également à un spectacle immersif, le Fabuleux Noël au château de Rambouillet, réalisé par la société Polaris. Joanne Chambaud nous parlera de cet événement incontournable du mois de décembre. Nous reviendrons également sur le Vendée Globe, mais pour une raison bien particulière, puisqu'en effet, Louis Burton, l'un des skippers engagés dans cette course mythique, est originaire de Rambouillet. Nous reparlerons de son parcours. On parlera cinéma également dans ce journal avec Romane Cordy-Poisson qui nous expliquera tout sur les sorties cinéma de ce mois de décembre, et on reviendra également sur les origines de la fête de Noël. Et enfin, pour terminer, notre grand format s'intéressera à l'exposition Rambouillet 1950 dans l'intimité des présidents qui avait eu lieu jusqu'au mois de septembre dernier, l'occasion de revisiter une époque méconnue mais pourtant cruciale de l'histoire du monument. Voilà pour le programme et on commence tout de suite avec les actualités en bref. Comme chaque année, les fêtes de fin d'année sont là et avec elles le retour de la patinoire en plein centre-ville de Rambouillet. Tenue entièrement par des bénévoles, elle offre une surface de 360 mètres carrés avec un jardin de glace pour les plus jeunes. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, vous pouvez venir profiter de cette patinoire 7 jours sur 7. Certains établissements scolaires ont d'ailleurs eu l'idée d'y emmener plusieurs classes. La patinoire sera ouverte jusqu'au 5 janvier. Vous connaissez sûrement le Rambouillet Train, ce musée du train jouet au cœur de Rambouillet et sur lequel nous avions pu réaliser un reportage à l'occasion de ses 40 ans. Eh bien, ils ont décidé de fêter Noël et de proposer de nombreuses animations pour tous les âges, comme par exemple des visites consacrées aux enfants et spécialement dédiées à l'esprit de Noël. Toujours pour les enfants, un atelier sera organisé dans le but de fabriquer eux-mêmes une boule à neige, en restant bien évidemment dans le thème des trains. Ces animations auront lieu jusqu'au 5 janvier également. Avis à présent aux amateurs de course à pied. Le 21 décembre se tiendra la Corrida de Rambouillet, une grande course organisée par l'association Rambouillet Sport Athlétisme et qui traversera une grande partie de la ville en passant par exemple par le parc du château. Il s'agit d'une course nocturne dont l'objectif est de mettre en valeur les monuments emblématiques de la ville et le patrimoine culturel rambouillitain. Le parcours fait environ 11 km avec un départ donné à 20 h. Des dossards seront à retirer à Gazeran et 1 € par dossard sera reversé à l'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion. Vous pouvez retrouver de plus en plus d'informations sur le site corrida-de-rambouillet.fr. Comme vous le savez, la période de Noël peut être très éprouvante pour les personnes isolées ou pour les familles en difficulté. C'est pourquoi l'association Noël pour tous organise un banquet de Noël pour tous, comme chaque année depuis 20 ans. Ce grand banquet, entièrement réalisé par des bénévoles, aura lieu le 24 décembre de 18 h à 22 h dans la salle Patnôtre. Au programme de cette soirée hors du commun, un repas de fête bien évidemment, des ateliers pour les enfants, des contes de Noël et bien sûr de la musique. L'association a d'ailleurs encore besoin de bénévoles, vous pouvez les contacter via l'adresse email suivante noelpourtous.rambouillet@outlook.com. Toujours dans le thème de la solidarité, une grande collecte de sang est organisée le mardi 31 décembre dans la salle Antoinette Verne à Rambouillet, l'occasion de faire un don qui peut sauver des vies. On le rappelle, 1 million de patients sont sauvés chaque année grâce à ces dons du sang. Si vous souhaitez faire ce don, vous devrez prendre rendez-vous. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un lien sur le site web de la mairie de Rambouillet qui vous permet de programmer ce don. Voilà, j'espère que vous aurez pu en apprendre plus sur les actualités qui ont marqué la ville de Rambouillet. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site internet de la mairie de Rambouillet, rambouillet.fr. Et on passe tout de suite aux rubriques avec, pour commencer, Joanne Chambaud. Bonjour Joanne, alors aujourd'hui tu vas nous parler du spectacle Le Fabuleux Noël au château de Rambouillet qui s'est tenu du 22 novembre au 18 décembre. Tout d'abord, quel est le principe de ce type de spectacle ? Bien, ces spectacles donc sont des spectacles immersifs. C'est la société Polaris donc qui les réalise. Ils avaient par exemple organisé le spectacle Secret Défense l'année précédente au château de Rambouillet ou encore La Nuit des Reines à la basilique Saint-Denis. L'objectif est de plonger le spectateur au cœur de l'histoire et de lui faire même vivre cette histoire de manière poignante. En effet, il n'y a pas de quatrième mur. Le public est véritablement présent dans la scène et doit même parfois interagir donc avec les comédiens.
Le but, bien évidemment, est d'immerger les visiteurs dans l'histoire. C'est vrai que tu as parlé à plusieurs reprises de l'histoire de ce spectacle. Alors justement, c'est quoi le synopsis? C'est quoi l'intrigue du spectacle? L'histoire débute tout simplement en Norvège, durant l'année 1907. Une jeune fille prénommée Hilda vit dans une yourte avec sa famille. Mais sa marraine, qui est intendante au château de Rambouillet, l'invite à passer Noël justement en France, puisque le président de la République, qui occupe habituellement le château, est parti. Hilda se rend donc en France, mais le jour de son arrivée, elle apprend que le président va en fait finalement passer Noël au château. Alors Hilda va devoir faire appel à une créature magique, le Nis, qui va la faire voyager dans le temps afin de trouver une idée merveilleuse pour la soirée de Noël du couple royal. Parce qu'en plus, en fait, le président, il vient avec le roi et la reine de Norvège. Exactement. Qui sont du pays de Hilda. Donc c'est une situation un peu compliquée pour elle, mais revenons vraiment sur le spectacle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été entièrement réalisé par des bénévoles. Ils sont environ 800 et ont travaillé sur le spectacle 9 mois en amont. Alors comment un tel projet il a pu être mené à bien dans ces conditions? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les 800 bénévoles n'ont pas tous joué en même temps. Parce que c'est vrai que c'est un peu énorme. Ils ont été divisés en 2 groupes et en plusieurs créneaux, le matin, l'après-midi et le soir. Donc tout ça, c'est 800 divisés par 6 groupes. Les bénévoles se sont ainsi relayés pendant 4 semaines, uniquement les week-ends, pour mener à bien cet immense défi. Pour terminer, sachez que selon les organisateurs, avec le nombre total de spectateurs, il serait possible de remplir l'équivalent du palais de Bercy, ce qui est quand même vraiment gigantesque. C'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Et pour la petite histoire, on était bénévoles tous les deux. Effectivement, nous étions bénévoles, on était au sein donc de ces 800 bénévoles. Et donc nous avons pu faire l'expérience de ce spectacle qui, franchement, nous invitons à le revoir. Et c'était vraiment super sympa, c'est vrai que... Donc, toi, tu étais page, moi j'avais été page aussi et j'étais surtout première classe. Donc les premières classes, c'est ceux qui sont chargés d'amener les gens d'un point A à un point B dans le château du début à la fin. Et franchement, c'était une super aventure. C'était une super aventure. En plus, le château donc, est énorme. On visite vraiment c'est un décor pièces, de jeu, c'est un décor de jeu qui est incroyable. On visite des pièces qui sont franchement incroyables à voir. Et franchement, c'était une super expérience. On recommande énormément. Surtout, ce qui est génial avec le château, c'est que c'est des lieux qu'on visite. On est vraiment, on sent qu'on est visiteur, qu'on n'est pas dans la même époque, mais là, on se sent dans l'époque concernée. Par exemple, nous, dans la scène 18e siècle, on avait l'impression d'y être. Il y a des scènes de plusieurs époques, donc. Et donc, nous, on jouait en partie plusieurs fois dans la scène du 18e siècle. Et c'était génial. Et franchement, on amène les spectateurs dans des décors magnifiques. Et uniques. Et totalement unique, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Joanne, pour toutes ces précisions. Je vous propose de regarder le teaser du spectacle et on se retrouve juste après. Siffle le vent, passe le temps, le Nis nous entend. Très bien, buvons notre thé. Alors Joanne, on va rester sur le thème de Noël, puisqu'on va parler des origines de cette fête. Alors déjà, elle vient d'où cette fête? Noël était au départ, probablement que vous le savez, une fête catholique. Elle viendrait de la naissance de Jésus dans une étable le 25 décembre. Et cette étable est représentée dans la crèche que beaucoup d'entre nous installons chaque année, représentant donc cette fameuse scène. Alors on l'a vu avec le spectacle du Fabuleux Noël, la figure du Père Noël, elle est associée à cette fête. Mais quelle est son origine à lui? Alors c'est un peu différent. Oui, alors c'est totalement différent. Les deux se sont regroupés. Tout le monde dit que c'est Coca-Cola qui a donné donc cette couleur rouge que l'on connaît au Père Noël. Mais si incroyable que cela puisse paraître, ce n'est pas du tout, pas entièrement vrai. Enfin, c'est un peu des deux en fait. Voilà, c'est un peu des deux. La couleur viendrait
également du fait que le Père Noël était au départ dans les traditions Saint-Nicolas. Et il portait bien évidemment des vêtements rouges. Aussi, dans la légende des Vikings, le dieu Odin pouvait voler sur son cheval. Et son cheval avait étrangement 8 pattes. Exactement comme les 8 reines du Père Noël. C'est de là que vient le mythe du traîneau du Père Noël, tiré par donc ces reines qui sont capables, ces reines De voler dans les airs. mythiques, capables de voler dans les airs. Au XIXe siècle apparaît un changement. Les dessinateurs américains transforment Saint-Nicolas en un vieux lutin vêtu de rouge. En 1838, le dessinateur Robert Ware représente le Père Noël comme un lutin rouge et blanc à l'air grincheux. C'est d'ailleurs la petite taille du lutin qui lui permet de passer donc par ses cheminées. C'est en 1860 que l'image du Père Noël, un peu exagérée, commence à apparaître, représentée par Thomas Nast. Même s'il s'est avéré que c'est Saint-Nicolas qui a donné cette couleur rouge et blanc au Père Noël, il est quand même vrai que Coca-Cola a joué son rôle dans tout cela. Il a vraiment partagé une image que nous connaissons tous actuellement. Grâce au dessinateur Adon Sundblom, le Père Noël rouge et blanc, bedonnant et un peu joufflu, apparaît et s'impose définitivement dans nos têtes. Et c'est vrai que le Père Noël, ça fait vraiment partie de notre culture. Tout est vraiment associé au Père Noël dans les fêtes de Noël, on le voit partout. Eh bien, merci beaucoup Joanne d'être venue nous parler de ces deux sujets captivants. D'ailleurs, vous pouvez voir ces magnifiques images des vitrines de Noël en centre-ville de Rambouillet. On passe maintenant à la rubrique cinéma de Romane Cordier-Poisson. Alors Romane, quels sont les films à ne pas manquer de ce mois de décembre 2024 ? Tout d'abord, il y a Mufasa. C'est le live action, la suite de Simba. On va suivre Kiara, la nouvelle princesse, la fille de Nala et Simba, qui le roi va faire appel à Rafiri pour lui transmettre les valeurs du pays. Il y aura également Timon et Pumba, nos deux fidèles amis. Il y a également Au Canada, un drame, un célèbre documentaliste qui voit sa fin arriver. Il accepte à un de ses anciens élèves son ultime confession. C'est un film de Paul Schrader. Il y a également Le Beau Rôle, une comédie pour rigoler sur cette fin d'année. Alors, Henri et Nora s'aiment depuis des années. Ils s'aiment partout et tout le temps. Nora écrit des scènes qu'ils jouent chez eux tranquillement. Mais un jour, tout va basculer. Henri va avoir une place dans ce milieu. Mais la pièce de Nora ne va pas survivre. Elle va chuter et même plonger. Mais leur couple ne tiendra pas. Tout le film est sur ça. Il y a également pour les fans de dessins animés Sonic 3. C'est un film de Jeff Rolder. Alors, il y a également le fameux Wicked qui a eu une vague sur les réseaux sociaux. Après, ça se comprend, un casting de rêve, avec Ariana Grande et Cinda Hera. C'est le Magicien d'Oz remasterisé en 2024. On va suivre Glinda et Elphaba. Elphaba est une sorcière avec la peau verte et les cheveux noirs, alors que Glinda a les cheveux blonds et la peau claire. Et maintenant, un film pour les adultes uniquement, c'est un thriller. Sahara, côte du nord du Brésil. Chaque nuit, au motel d'Estio, se jouait à l'ombre des regards un dangereux jeu de désir, de passion et de violence. L'arrivée d'un jeune homme va tout basculer. Et bien, c'est fini pour les sorties cinématographiques de cette fin d'année. Eh bien, merci beaucoup, Romane, de nous avoir informés de toutes ces sorties. On en profite pour annoncer que le comédien-réalisateur Alexandre Astier a annoncé la date de sortie du deuxième volet de la saga Kaamelott, qui sortirait normalement le 22 octobre 2025, selon un message qu'il a posté sur les réseaux sociaux, accompagné de ces deux photos de tournage qui s'affichent à l'écran. Et on a hâte d'aller voir ce film, parce que nous, personnellement, on a adoré le premier volet. Oui, et on va aller le voir ensemble. Oui, on est des fans inconditionnels de Kaamelott. Alors, on va parler d'un tout autre sujet à présent qui, a priori, n'a aucun lien avec Rambouillet, le Vendée Globe. En fait, il y en a bien un. L'un des skippers qui participe à cette course, Louis Burton, est originaire de Rambouillet et a fait sa scolarité dans cette ville. C'est l'occasion de revenir sur sa carrière. Alors oui, très bonne idée, et on va voir que son parcours, il a toujours été associé en fait à la voile. Louis Burton est né le 4 juin 1985 en région parisienne. Passionné par la voile depuis son plus jeune âge, il participe à de nombreuses courses et se fait vite remarquer. Il a été élu vice-président de l'association IMOCA qui gère ses monocoques. Et il en prend part à plusieurs transats Jacques Vabre.
Mais son premier Vendée Globe est celui de 2012-2013, durant lequel, malheureusement, il sera contraint d'abandonner à la suite d'un heurt avec un chalutier. Et figurez-vous que depuis cette date, il participe à tous les Vendée Globe, où il a terminé 7e, puis 3e, jusqu'à cette année. Et malheureusement, on vient de l'apprendre, en raison d'une avarie, il a dû abandonner la course. On lui souhaite tout de même bon courage. Bah ouais, quand même. Donc vraiment bon courage, Louis Burton. Et merci beaucoup, Roman. À très bientôt. Tout de suite, on passe au grand format de ce journal. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur une exposition qui a eu lieu au château de Rambouillet, une exposition qui nous propose d'en apprendre plus sur l'intimité des présidents de la République, puisque le château de Rambouillet a été pendant très longtemps un palais présidentiel. En juin dernier, nous avions eu l'opportunité de visiter cette exposition exceptionnelle, accompagnée d'Anne-Claire Saunier, responsable du service culturel au château. Je vous laisse visionner ce reportage dans son intégralité. Vous ne le saviez peut-être pas, le château de Rambouillet était une demeure présidentielle. De nombreux présidents de la République y ont logé, comme par exemple Vincent Auriol, qui appréciait beaucoup cette résidence. Pour revenir sur cette riche histoire, le château de Rambouillet organise donc une exposition en partenariat avec le Mobilier National, Rambouillet 1950, dans l'intimité des présidents. L'occasion de replonger dans l'atmosphère unique qui régnait ici dans les années 50. Alors, pour en savoir plus, nous avons donné rendez-vous à Anne-Claire Saunier, l'une des commissaires de l'exposition. Bonjour Madame Saunier. Bonjour Stanislas. Vous allez bien? Très bien, merci, bienvenue au château. Merci beaucoup de nous accueillir en tout cas. Merci. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu? Alors oui, donc je m'appelle Anne-Claire Saunier et moi je suis responsable du service éducatif et culturel du château de Rambouillet pour le Centre des Monuments Nationaux. Alors là, on va entrer dans les appartements de l'empereur qui viennent d'être rénovés. Alors, on va y aller. Exactement. Combien de temps elle a duré cette restauration? Alors elle a duré un peu plus d'un an. Elle a commencé à la fin de l'année 2022 et s'est achevée en décembre 2023, donc il y a quelques mois. Et c'est la première restauration d'envergure du Centre des Monuments Nationaux dans les intérieurs du château de Rambouillet. Alors quel était l'objectif de cette restauration? Alors on initie au château de Rambouillet une grande réflexion sur son parcours de visite et l'idée c'est vraiment de refondre entièrement le parcours pour les visiteurs et cette première restauration va être un peu la porte ouverte vers d'autres restaurations qui vont venir dans les années à venir. Alors comme on le voit là, on est ici dans la salle de bain de l'empereur qui vient aussi d'être rénovée. Est-ce qu'il y avait un partenariat avec, parce qu'on sait que l'exposition sur les présidents a été en partenariat avec le Mobilier National, est-ce que c'était le cas ici aussi? Alors complètement. En fait, dans le cadre justement de cette refonte du parcours de visite du château de Rambouillet, le Mobilier National c'est notre partenaire exceptionnel. C'est d'ailleurs un partenaire de longue date puisque le lien entre le château et le Mobilier National est historique. Le Mobilier National c'est l'ancien garde-meuble royal qui a été créé sous Louis XIV et Colbert et qui s'occupe de l'ameublement de toutes les résidences officielles. Donc Rambouillet à l'époque de l'activation présidentielle était déjà dans leur escarcelle et cette exposition, de même que tous les travaux qu'on initie au château de Rambouillet, se fait naturellement en partenariat avec le Mobilier National. En tout cas, une salle de bain qui est vraiment magnifique. Oui. Alors, on va arriver, donc là, une fois qu'on aura traversé ce couloir juste ici, on sera à l'exposition Rambouillet 1950. Oui, tout à fait. C'est parti, je vous laisse passer devant. Alors, on est ici en plein cœur de l'exposition Rambouillet 1950. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous la présenter un peu? Oui, bien sûr. Alors, c'est une exposition qui est très importante pour nous parce que la singularité de l'histoire de Rambouillet, c'est quand même son histoire récente. C'est cette occupation présidentielle qui a duré de nombreuses années, puisque ça commence à la fin du 19e et ça s'achève en 2018. Et on veut vraiment mettre en avant cette histoire intéressante du château de Rambouillet. Et il y a eu toute une réflexion sur
sur l'époque la plus intéressante, notamment en termes d'ameublement. Et c'est là que le Mobilier national nous a beaucoup aidé parce qu'il a pointé cette période des années 50, donc les années Auriol, le président Auriol, premier président de la 4e République. Et à cette époque, il avait souhaité faire de Rambouillet l'une des vitrines des savoir-faire français en matière d'art décoratif à des fins diplomatiques. Et donc, on inaugure de grandes restaurations et on fait appel à des grands décorateurs pour remeubler le château de Rambouillet. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, le château de Rambouillet, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était encore une demeure présidentielle. Alors, exactement. En tant que spectateur, quelles sont les pièces qu'on va découvrir? On ne va pas forcément pouvoir toutes les voir, mais quelles sont les pièces qu'on va pouvoir découvrir et qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur de ces pièces? Alors, déjà, l'exposition est en 2 parties. Ça, c'est important de le comprendre. Il y a une première partie donc, aménagée dans cet appartement 18e, qui est une partie temporaire. Donc, on présente le contexte, les années 50, on présente le président Auriol, qui n'est pas un président très très connu, et toute cette époque d'émulation autour de la modernisation du château de Rambouillet. Ça, c'est une première phase qui est une phase temporaire, c'est-à-dire qu'à la fin septembre, tout va partir et retourner dans les réserves du Mobilier national. Et il y a une deuxième partie de l'exposition qui, elle, va être permanente et qui est l'ouverture exceptionnelle de chambres d'invités qui ont été entièrement redécorées dans le goût années 50. Et pourquoi exceptionnelle? Parce que c'est des espaces qui n'avaient jamais été ouverts au public jusqu'à présent. Et ça se passe dans les étages du château. Justement, je vous propose qu'on y aille. Et bien c'est parti. Allons-y. On va y aller, c'est par ici. Donc on va commencer par une chambre qui est exceptionnellement ouverte dans l'appartement du président de la République, qui était la chambre d'amis, qui est juste ici. Allez-y. Merci. C'est vraiment une visite très privée. Alors, comme on l'a vu et on voit ici, juste ici avec cette chambre, cette exposition, elle plonge le spectateur dans l'intimité des présidents, ici au château de Rambouillet dans les années 50. Alors, qui a eu l'idée de cette exposition ici à Rambouillet? Alors, c'est l'idée de l'administratrice du monument, Isabelle de Gourcuff, qui est administratrice depuis maintenant près de 3 ans, et à qui on a confié la mission justement de donner du sens à ce château qui est quand même assez difficile à comprendre, et donc qui a souhaité mettre en avant l'époque présidentielle, donc on l'a dit, qui était une des époques les plus intéressantes dans l'histoire du château, et qui a initié ce partenariat avec le Mobilier national pour voir le retour de ces ensembles mobiliers au château. Alors, comment on gère, je me posais cette question, comment on gère l'organisation d'un tel événement? Alors, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'acteurs différents. La première partie, quand on monte une exposition de ce type, c'est toute la partie recherche documentaire, avec un soutien scientifique, là, pour le coup, qui nous a été apporté par le Mobilier national. Le commissaire de l'exposition, c'est Gérald Rémy, qui est inspecteur des collections mobilier, et qui nous a vraiment aidé à sélectionner la période la plus intéressante en matière d'art décoratif pour le château de Rambouillet. Et il a repéré dans les réserves du Mobilier national l'ensemble du mobilier qui pouvait être restauré par leurs soins et redéposé au château. Donc ça, c'est la première étape, cette recherche documentaire. Elle passe aussi dans les archives parce que l'idée, c'est de recréer un peu l'ambiance du château dans les années 50. Donc on a été voir l'ensemble des photographies qu'on pouvait trouver sur ces années 50 pour retracer un petit peu l'atmosphère. Et puis une fois qu'on avait tout ça et qu'on a pu bien cerner cette époque intéressante, il a fallu réfléchir à l'histoire qu'on voulait raconter aux visiteurs. Donc commencer à rédiger un synopsis. Déambulation, les pièces. Voilà, réfléchir à la déambulation, quels étaient les espaces qu'on allait ouvrir. Il y avait aussi tout un pan qui a été mené avec les équipes d'accueil-surveillance du monument, qui était très important parce qu'on ouvre des chambres qui étaient destinées à 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 grands invités de l'État, mais dans lesquels on va faire rentrer des milliers de visiteurs. Donc il y a aussi une grosse réflexion sur l'accueil, la conservation, la présentation. Une fois qu'on a tout ça en tête, eh bien, on a fait appel à un scénographe qui est là pour le coup, qui a un profil d'architecte qui s'appelle François Payet et qui nous a aidé à mettre en scène l'ensemble de ces décors.
Donc grosse phase. Et puis après, il y a toute la partie aussi médiation qui est importante. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire comprendre aux visiteurs toute cette histoire du château de Rambouillet. Et on a créé un livret de visite, des textes de médiation, des parcours adaptés pour les familles, les scolaires, les enfants, des visites théâtralisées, voilà, qui vont mettre en scène et qui vont nous aider à transmettre à chaque type de public. Et on avait vu les panneaux aussi, les grands panneaux. Avec Exactement, les au sein de images. l'exposition. Il y a même un écran. Alors, je vous propose de faire un petit crochet et de revenir. Et bien c'est parti. Et on va commencer par l'appartement de Jacqueline. Alors, on voit vraiment ici, parce que c'est un lieu qui est vraiment intime. Et moi, quand j'étais venue déjà visiter cette exposition, et j'ai été assez émue parce qu'on voit des meubles qui datent des années 50, et d'habitude, on ne les sort pas des réserves. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous les avez vus pour la première fois, ces meubles? C'est une bonne question. C'était vraiment très, très intense. C'était une belle découverte. En plus, j'ai une chance exceptionnelle d'être dans ce projet parce que du coup, j'ai accompagné le commissaire de l'exposition lors de la découverte et du repérage des meubles dans les réserves du Mobilier National. C'est des réserves qui sont très, très impressionnantes. Et de les voir un peu cachés, ressortir des différents rayonnages, c'est beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Et puis de se dire que ce patrimoine incroyable a été conservé pendant des années à l'abri des regards et qu'ils vont enfin prendre le chemin du lieu pour lequel ils ont été conçus, c'est forcément pour nous très, très émouvant. Et puis de revoir vivre aussi ces salles qui étaient complètement fermées au public. Là, vous êtes dans un espace, un appartement qu'on appelle entre nous l'appartement du secrétaire général parce que c'était son dernier occupant, mais qui a été prêté à plein de grands personnages de l'histoire qui ont séjourné ici au château. Et justement, il y a une personne en particulier, Jacqueline Auriol. C'est la chambre de Jacqueline Auriol. Est-ce que vous pourriez nous la présenter un peu, nous montrer le mobilier? Alors déjà, Jacqueline Auriol, pour resituer un petit peu, c'est la belle-fille du couple Auriol, donc de Vincent et Michel Auriol. Et Jacqueline, elle est plutôt connue parce que c'était une des premières grandes aviatrices de l'époque. Et du coup, elle avait choisi cet appartement pour séjourner au château de Rambouillet. Et ici, on a fait appel à une décoratrice. D'ailleurs, Jacqueline Auriol et Michel Auriol ont beaucoup participé au suivi du réaménagement du château de Rambouillet. Et elles ont fait très attention à ce que ça soit des femmes décoratrices aussi qui participent au décor des chambres. Ça, c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'était un milieu très masculin. Donc, il y a un côté un peu avant-gardiste aussi dans le féminisme. Et cette décoratrice s'appelait Jeanne-Claude Gilles. Et elle a mis en place ici un décor très féminin, très élégant, dans un style plutôt inspiré de ce qu'on pouvait voir à l'époque de la Restauration ou des Arts déco, notamment avec cette jolie coiffeuse. Ce qui est important aussi quand on découvre ces espaces, c'est d'avoir conscience qu'en plus de cette grande époque, de cette grande, comment dire, de ce grand travail de réaménagement du château, on a également un travail pour la modernisation du château. Et on veut faire vraiment de Rambouillet cette vitrine des savoir-faire français, mais il faut savoir recevoir dans un cadre très luxueux, ce que les châteaux n'étaient pas avant. Et donc, on va faire des travaux, notamment pour aménager des salles de bain. Donc aujourd'hui, on l'appelle le château des salles de bain, il y en a absolument partout. Et chaque chambre avait sa salle de bain privative, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Et même dans les grands hôtels de luxe, par exemple, les salles de bain, il y en avait une pour plusieurs chambres. Voilà. Et donc là, il y a un exemple de salle de bain. Vas-y, je te laisse découvrir une salle de bain assez incroyable. Ouais, exactement. Et vraiment années 50, très avant-gardiste. On retrouve toujours cette baignoire encastrée. Chose très très amusante, ce sont les petits placards que vous avez insérés dans les murs avec le chauffe-serviette. C'est un chauffe-serviette. Et puis un petit placard pour les parfums, les accessoires de toilette. Et cette salle de bain a été meublée par une autre décoratrice qui s'appelle Colette Guéden et qui avait réalisé cette très jolie coiffeuse, pareil, très moderne. Donc c'est assez exceptionnel aujourd'hui de pouvoir ouvrir ça et de redécouvrir ces salles de bain. Alors je vous propose de retourner là-bas et voir une autre partie du château. Et c'est parti. Alors on arrive
ici dans ce long couloir. Et justement, cette exposition, elle met particulièrement en valeur le mandat d'un certain président qui est Vincent Auriol. Alors pourquoi lui spécifiquement et quel rôle il a joué dans la décoration du château? Vincent Auriol ? Oui. Vincent Auriol, en fait, ça a été un choix politique. Donc, c'est un premier président de la 4e République. Lorsqu'il devient président de la République, il prend ses quartiers à l'Élysée. Et quand il arrive à l'Élysée, catastrophe, tout est vieux. Voilà, la décoration n'est pas à la pointe de la mode. Et or, lui, il a justement cette idée de revaloriser l'État aux yeux de la France, mais aussi aux yeux de tous les invités étrangers. Et donc, il va décider de remeubler et de redécorer l'Élysée et Rambouillet. La différence entre l'Élysée et Rambouillet, c'est qu'à Rambouillet, il va créer un nouvel art de recevoir dans un style beaucoup plus décontracté, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire à l'Élysée. Et il va du coup faire d'énormes travaux au château pour moderniser le château et pour en faire une belle demeure pour les invités de la République. Et justement, dans ce couloir, on se rend compte qu'il y a vraiment un style particulier qui règne ici. Alors de quoi il est inspiré, ce style? Alors, je pense qu'on le voit assez clairement ici. Il est inspiré des paquebots. On a l'impression d'être dans un bateau. En fait, pourquoi les paquebots? Parce que dans les années 50, le luxe, la modernité, les grands décorateurs, on les trouve tous dans les paquebots. C'est eux qui décorent, dès les années 30 d'ailleurs, l'Île-de-France, le Normandie, etc. Et du coup, on va aller chercher ces décorateurs de paquebots pour venir aménager ce qu'on va appeler après le paquebot Rambouillet. Et on voit bien dans ce couloir qui dessert chaque chambre d'invités cette idée de coursive de bateau avec un plafond bas, des boiseries sur les murs, même les appliques, qui ne sont pas d'ailleurs des appliques années 50, mais qui rappellent bien ces décors de paquebot. C'est vraiment un style bien particulier, on a l'impression d'y être. Exactement, et l'un des grands décorateurs de toute cette partie du château s'appelait Jean Pascot, et c'était l'un des grands décorateurs des chambres des paquebots. Alors normalement c'est une exposition temporaire, Rambouillet 1950, mais vous l'avez dit, il y a certains meubles qui vont rester au château, c'est ça? Exactement. En fait, cette exposition, c'est un petit peu un prétexte pour nous, un prétexte pour renouer avec le mobilier national, pour retisser des liens très très forts, et en prévision de tous les projets qui vont être mis en place dans le cadre du futur parcours de visite du château. Et toutes les chambres qu'on peut réouvrir dans le cadre de cette exposition, qu'on a pu remeubler, eh bien, resteront meublées après la fin de l'exposition, fin septembre. Et elle a du succès, l'exposition? Elle a du succès. On a doublé notre fréquentation par rapport à l'année dernière. On a doublé notre fréquentation par rapport à l'année dernière. On est vraiment très très contents. On est rentré dans les radars aussi des médias qui viennent très souvent au château pour faire des reportages. Donc voilà, c'est ça exactement. Et du coup pour nous c'est un réel succès. On est vraiment très très contents. Et ça permet aussi de redécouvrir le château de Rambouillet autrement. Alors, je vous propose on va se diriger vers la tour François Ier. Et j'avais une dernière question à vous poser. C'est quoi les prochains projets de mise en valeur du patrimoine ici au château de Rambouillet? Alors déjà, le projet Rambouillet 1950, c'est un projet qui est ce qu'on appelle un work in progress, c'est-à-dire qu'on continue à travailler avec le mobilier national. Par exemple, au mois de juin, on va recevoir de nouvelles pièces qui sont encore en cours de restauration et qui vont être déposées au château pour continuer à meubler certains espaces. Et on a une deuxième phase de remeublement avec de nouvelles chambres qui avaient été pareil décorées par des grands artistes tels que André Arbus au château de Rambouillet dans les années 50, et on va pouvoir réouvrir comme ça petit à petit ces espaces. Eh bien, merci beaucoup Madame Saunier. C'est ici que se finit cette interview dans la tour François Ier, voilà où est décédé le roi François Ier. Donc merci beaucoup Madame Saunier. Mais merci à vous. On souhaite plein de bonnes choses au château de Rambouillet. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. L'exposition, qui devait durer jusqu'au 21 avril, a finalement été prolongée jusqu'au 30 septembre 2024. De quoi ravir tous les passionnés d'histoire qui pourront entrer dans l'intimité des anciens présidents de la République. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec toute l'équipe pour un nouveau JT. Et en attendant, on vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël et une très bonne et heureuse année 2025. En bonne santé, à bientôt.